Et aujourd'hui, harcèlement scolaire, quelles avancées? Dans ses confessions, en faisant le récit de ses années d'études, Saint Augustin mentionne déjà toutes les formes de violence présentes au sein de l'école au IVe siècle. Celles des maîtres en direction des élèves, celles des élèves contre leurs maîtres et enfin celles entre élèves. Et c'est peut-être parce que cette violence a pu sembler inhérente à la vie collective des enfants qu'elle a été longtemps sous-estimée par les adultes. Mais le harcèlement scolaire est aujourd'hui un sujet de société. Depuis 2015, le 7 novembre est même devenu la journée de lutte contre le harcèlement, de quoi offrir une grande visibilité médiatique avec des films, des débats programmés sur différentes chaînes, des articles qui paraissent dans les journaux, donc particulièrement en ce début novembre. Dans le même temps, s'organiser, c'est important, au sein des écoles, des conférences, des séances de sensibilisation, des expositions, des jeux de rôle, des ateliers de coopération, des présentations d'ouvrages dans les CDI des collèges et des lycées. Et ça, c'est le site du ministère de l'Éducation qui nous l'apprend en soulignant la variété des propositions. Ce soir, c'est aussi l'occasion de parler d'un programme national dont le nom est phare. Il est déployé depuis quelques années. Quels sont ses moyens? Vise-t-il juste? Et au fond, a-t-on progressé collectivement dans la compréhension des causes du harcèlement? En fait, elles ne font pas tant consensus que cela, ces causes et leurs explications. Et puis concrètement, sur le terrain, enregistre-t-on un recul du harcèlement et de la violence qui sévit entre les enfants à l'école et sur les réseaux qui sont un autre terrain ou qui font partie même du terrain du harcèlement et de la violence? Il faut rappeler que le harcèlement concerne au moins un élève par classe et ce, à l'heure où les enfants, et je crois que c'est important de le dire, ne semblent pas particulièrement en pleine forme si on en croit les données disponibles sur la santé mentale des jeunes Français. Bonsoir, je reprends mon souffle, Alexandra Legmizi. Bonsoir. Merci d'être en studio avec moi. Vous êtes au départ enseignante d'histoire-géographie en collège, en éducation prioritaire. Vous avez tenu à nous le préciser. Vous avez été formée à la lutte contre le harcèlement. Vous êtes devenue vous-même formatrice du réseau phare, du programme phare, qui porte bien son nom, mais c'est son nom, hein. C'est un phare, on verra en quoi. Vous êtes aujourd'hui responsable départemental de lutte contre le harcèlement scolaire à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne. Donc on est avec vous dans l'académie de Créteil. C'est ça. J'ai eu l'occasion de travailler sur ces questions-là et je suis À en plusieurs parler. étages, et c'est C'est ça ça. qui va nous intéresser, plusieurs étages de l'éducation nationale, et c'est aussi bien de pouvoir parler avec vous de formation, un sujet si important. Avec nous et à distance, Jean-Pierre Bellon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie, vous êtes co-créateur de ce fameux programme phare. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la question du harcèlement, des ouvrages qui concernent la formation contre la lutte pour la lutte contre le harcèlement chez ESF, et puis un très intéressant livre tout récent, Renouer avec l'autorité à l'école, 10 mesures immédiates. C'est aussi chez ESF. Avec nous à distance, Benoît Galland. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en Belgique parce que vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes docteur en psychologie et vous avez publié Le harcèlement à l'école dans l'excellente collection Mythes et réalités. C'est chez Retz et on va s'intéresser évidemment aux mythes autour du harcèlement et puis à ces réalités. Je voudrais qu'on commence avec ce programme phare qui fait partie et qui est peut-être l'aboutissement de longues années de réflexion sur la question. On en parle depuis les années 2000, 2010, vraiment au sein du ministère. On va y revenir à cette histoire de la lutte contre le harcèlement. Est-ce que vous avez obtenu beaucoup plus de moyens? Je commence avec vous, Jean-Pierre Bellon. Est-ce que il s'agissait d'obtenir des moyens à la fois humains, mais aussi de formation pour lutter contre le harcèlement? Oh, vous m'attribuez le titre de créateur du programme phare, Co-créateur. c'est me prêter beaucoup trop de responsabilités. Non, j'ai juste essayé de tester dans l'Académie de Versailles pendant 4 années, de 2014 à 2018, un dispositif qui a été repris après dans le programme phare, avec l'idée que pour lutter contre le harcèlement, il fallait une équipe par établissement. Et moi, ça reste mon credo, j'allais dire. Il faut impérativement que le harcèlement soit traité au plus près des situations, c'est-à-dire que dans chaque établissement,
se trouve une équipe qui soit là à la fois pour soutenir la victime, ne pas l'abandonner à sa solitude, comme on l'a vu trop souvent dans des faits divers récents, et en même temps une équipe qui soit apte à recadrer les élèves de façon à faire cesser les brimades. Alors, on va revenir sur cette notion de recadrage pour ce programme qui est né du terrain. On vient de l'entendre, Alexandra Legmizi. Cette question des moyens, je tiens toujours à la poser parce qu'elle est importante. Phare, c'est aussi un personnel dédié à la question du harcèlement. Et ça, c'est un changement. C'est un changement. Donc là, récemment, on a étoffé toutes nos équipes, hein. Il y a eu 150 postes supplémentaires de créés, justement, pour venir en appui à ces équipes dans les établissements. Je fais partie de ces créations de postes. Et au quotidien, on arrive à être un soutien, on arrive à former les équipes. Lorsqu'on a des difficultés sur le terrain, on peut aussi être un relais. Donc je pense que c'est important. Oui, les moyens ont été mis sur la table. Maintenant, il faut un peu de temps pour que les choses s'ancrent et deviennent automatiques dans les établissements, mais on est vraiment sur la bonne voie et les équipes sont aujourd'hui formées et de plus en plus elles se saisissent donc de ces outils, créés par Jean-Pierre Belon mais aussi par d'autres. Et je trouve que c'est une chance. Voilà, c'est une chance qu'on ait pu mettre ces moyens sur la table et d'avoir tous ces moyens humains, ces personnels qui sont au service de cette grande cause. Alors, je préviens tout de suite les auditeurs et les auditrices, on ne va pas Ouais. chanter les louanges Non, pas de que. tel ou tel On est programme, d'accord. ni des différents ministres de l'éducation. On peut aussi dire des choses positives, évidemment, dans cette émission positive. Mais il s'agit vraiment de réfléchir ensemble. Avant de passer à Benoît Galland, Alexandra Legmizi, une question à l'enseignante que Oui. vous êtes toujours. Oui. Comment cette question affleurait dans vos classes, dans ce que vous pouviez voir des situations entre élèves, avec les élèves, quand vous étiez devant eux sur votre estrade, s'il y avait une estrade dans votre salle de classe, je ne sais pas. Quand on est en classe, quand on est dans un établissement scolaire, on est souvent témoin. On voit des élèves qui s'invectivent, on voit des élèves qui peuvent s'insulter. Il y a des petites choses auxquelles on ne prête pas forcément attention systématiquement. Et je pense que c'est en passant à côté de tous ces petits éléments qu'on permet aux situations de se développer et qu'un certain mal-être s'installe donc chez nos élèves. La formation des équipes, et moi j'en étais pas forcément consciente avant d'être formée en 2018, m'a permis de prendre conscience qu'il ne fallait pas laisser passer le moindre petit élément. L'attention qu'on porte aux élèves, elle est extrêmement importante et c'est en étant vraiment en ne laissant rien passer qu'on arrive finalement à dénouer des situations qui auraient pu dégénérer autrement. Il faut faire attention à nos élèves tout le temps parce que ils sont petits, ils ont besoin de nous et on doit être une référence. Ils pensent trop souvent que les adultes sont pas en capacité de résoudre leurs problèmes. Et il faut leur prouver que c'est pas toujours le cas. Benoît Galland, est-ce que ce qui compte pour vous, c'est cette préoccupation? Beaucoup d'enseignants, dont les préoccupations sont très nombreuses, soulignent l'importance aussi d'avoir des moyens humains dans les établissements, c'est-à-dire suffisamment de surveillance, suffisamment de professeurs aussi. On sait que la question des absences non remplacées est parfois brûlante dans certaines académies, comme l'Académie de Créteil. C'est pas la seule. Donc là, on parle pour la France, mais ces questions sont très, très importantes et brûlantes chez nous, même si vous nous répondez de Belgique. Je crois que vous connaissez bien notre situation. Mhm. Oui, tout à fait. Pour vous répondre, je pense que c'est essentiel ce qui a été dit sur le fait qu'on devait être au plus près des situations. Et ce qui compte, en tout cas, quand on regarde les travaux de recherche, il nous montre qu'en effet, les attitudes des enseignants, notamment le fait que les enseignants soient vigilants, qu'ils soient disponibles, qu'ils soient attentifs à ce qui se passe et qu'ils soient réactifs quand ils voient qu'il y a des choses qui se passent, avant même de savoir si c'est du harcèlement ou pas, c'est vraiment un des ingrédients de base. Et donc, je pense que parfois, une des dérives de parler vraiment du harcèlement, c'est qu'on oublie qu'en fait, il y a des petites choses à bas bruit qui se passent dans la classe, comme ça a été très bien décrit, et que finalement, c'est là que ça commence. Comme que le climat de la classe, il s'installe dans l'attention que les élèves ressentent de la part de l'adulte,
Alors ça peut être une attention bienveillante, mais il faut qu'il y ait cette attention, cette vigilance. Et on ne demande pas aux enseignants d'être des superwoman ou des superman, mais simplement d'être les garants de la sécurité des enfants quand ils sont à l'école. Ce qui est la moindre des choses, puisque les enfants sont obligés d'être à l'école. Donc voilà, oui, vraiment. Et donc c'est une question de moyens. Donc comme vous dites très bien, d'abord il faut qu'il y ait des enseignants. Et je dirais que par contre, c'est vraiment d'abord dans le travail quotidien des enseignants avec leurs élèves que ça va se jouer. Après, on peut se dire qu'on peut mettre des moyens en plus dans la cour de récré, les cantines, pour accompagner éventuellement les victimes et donc dans la prise en charge. Mais on ne fera pas l'impasse que la clé, c'est quand même les enseignantes et les enseignants qui sont là au quotidien avec les élèves. Parce qu'il y avait une culture dans l'école de bah, l'ignorance des violences entre élèves, Jean-Pierre Bellon, une certaine forme d'indifférence des adultes. Ah, complètement. Pendant des années, on s'est dit: «Oh, c'est des jeux d'enfants, ça ne concerne pas les adultes». Il y a un texte remarquable d'Hannah Arendt sur la crise de l'éducation, qui a plus de 60 ans, dans lequel elle montre très clairement qu'en abandonnant les jeunes gens à se débrouiller entre eux, on les met en face de la pire des violences, c'est-à-dire la violence du groupe. Nos cours de récréation sont bâtis sur ce modèle. Vous mettez 100, 200, parfois 300 élèves dans la cour, et puis on dit, avec 2 surveillants qui forcément ne peuvent pas regarder partout, et on se dit, oh, ça se passera bien. Les transports scolaires sont bâtis sur ce même modèle. Vous mettez 50 élèves dans un bus, vous mettez un adulte qui tourne le dos à ce qui se passe dans le bus, et on se dit, oh, ça va bien se passer. Il y a vraiment un abandon des jeunes gens qui effectivement les place face à la pire des violences. Quant à la question des moyens que vous évoquez depuis tout à l'heure, il faut quand même bien voir qu'il y a eu à la base de toutes les initiatives qui ont été prises pour lutter contre le harcèlement un dévouement absolument extraordinaire des professionnels. C'est seulement maintenant que les moyens arrivent. Mais quand on a commencé en 2014 dans l'Académie de Versailles, il y avait 0 moyen. Quand le programme phare a été mis en place en 2021, il y avait 0 moyen non plus. Vous voyez. Donc je pense que c'est ce dévouement absolument extraordinaire des professeurs, des CPE, des surveillants qui a rendu possible cette lutte contre le harcèlement. Parce que c'est aussi une question de changement culturel, et vous le soulignez, on a fait une sorte d'habituation aux violences, Jean-Pierre Bellon, mais on entend parfois des enseignants souligner que le fait que leur mission, c'est plutôt d'instruire que d'éduquer. Or, dans la lutte contre le harcèlement, on est complètement dans l'éducation. On sort du rôle qui serait celui de transmettre des savoirs ou d'apprendre à apprendre. Et éduquer, c'est pas la chose pour laquelle on est le plus formé quand on se lance dans une carrière d'enseignant, si on est formé, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants contractuels. Alors ça, il y a un défaut de formation qui est gigantesque, et pas seulement pour les enseignants contractuels. Ce débat entre éduquer et instruire, je pense il a fait son temps. Je ne vois pas comment on peut instruire si on a du désordre dans sa classe. Je ne vois pas comment on peut instruire quelqu'un s'il est en permanence persécuté par ses camarades sous les yeux de son professeur qui ne fait rien. Donc non, ce débat, il n'a plus de sens. On instruit et on éduque en même temps. Et pour le faire, il faut qu'il y ait la paix au sein des classes, c'est-à-dire être attentif, comme le disait Madame tout à l'heure, être attentif à toutes ces petites choses qui peuvent très vite dégénérer simplement parce qu'on les laisse faire. Non, éduquer et instruire sont 2 choses qui sont parfaitement conjointes. Alors, on va s'intéresser aussi à la prise de conscience globale de la société sur ces questions. Elle passe par des campagnes de sensibilisation, et celle qu'on peut voir depuis la rentrée 2024 met en scène des adultes, mais aussi des élèves. Je vous propose d'écouter un petit extrait justement avec des enfants. J'ai récemment lu un livre qui s'appelle La machine infernale et c'est super intéressant. Laura, Ça peut être sympa. mais d'où t'es sa pote? Mais Laura, mais t'es sérieuse? Et c'est ta mère qui t'a bu. Elle donne ton yaourt. En plus d'être moche, elle est sourde. Non mais c'est bon, mais vous me laissez tranquille maintenant? Et y a quoi? Pourquoi tu t'énerves? Tu veux qu'on se reste tranquille ou tu veux devenir notre pote? Tu veux ton yaourt? Tiens, ton yaourt. Bouffonne, va. Wesh, regardez, c'est sûr. Tu nous casses les couilles là. Donc tu sors, tu pars loin. Elle est la moche.
Bah alors la moche, on s'est encore pissé dessus. Mais sérieux, regardez comment elle s'habille, franchement tu me dégoûtes. T'es vraiment moche, ma pauvre. Grave. De quoi? Depuis tout à l'heure, elle écoute la conversation. Mais qui t'a autorisé d'être là? Je te prends pour qui? Laissez-moi sortir. T'ouvres ta fenêtre et tu sautes, ok? Reste comme ça, je te dis. Glaçant, ce spot de prévention qui met au départ en scène des adultes qui s'imaginent ce que peut être le harcèlement au collège et puis des élèves qui jouent des situations. Donc là, ce sont pas des élèves qui représentent la situation, mais comment ils se représentent le harcèlement. Enfin, c'est pas forcément des choses qu'ils ont vécues. Peut-être poussent-ils le curseur, mais ça ressemble vraiment très fort à ce qui peut être vécu par des enfants. Ça émeut. Est-ce que c'est une bonne corde sur laquelle il faut agir, Benoît Galland, une corde à pincer pour nous rappeler ce que c'est que le harcèlement? Est-ce que ça fonctionne, ce type de campagne, d'après vous? Je dirais oui et non. D'abord, on sait que l'émotion, ça peut nous faire bouger à court terme, mais seulement, en tout cas des émotions ici qui sont plutôt la peur, l'inquiétude, etc. Seulement si on nous donne aussi des moyens pour agir. Donc faire peur et juste que les gens ne savent pas comment réagir ou qu'ils soient pas formés ou qu'ils aient pas des outils pour réagir, c'est pas très efficace. Moi, je vois quand même aussi un autre travers, on voit qu'en fait, il y a des formes de harcèlement qui sont pas bien détectées par les adultes. C'est typiquement du harcèlement plutôt relationnel ou social, donc de l'exclusion, mais sans se faire insulter. Juste, on va pas vous parler, on va pas vous inviter, on va pas vous inclure dans les activités, on va pas vous choisir pour une équipe, et des choses comme ça. On va faire courir des rumeurs, on va essayer de piquer votre meilleur ami ou votre meilleure amie. C'est typiquement des situations qui sont sous-détectées par les adultes. Et ici, on voit bien que dans ce type de flash, on va plutôt mettre l'accent sur des choses assez macro, assez visibles. Donc on risque de renforcer cette tendance-là. Et on risque de renforcer, comme je disais, si on ne donne pas des outils simples aux gens et un message clair. L'idée que quand c'est des petits événements pas graves, il ne faut pas s'en occuper, mais quand c'est du harcèlement, c'est vraiment grave, donc là, il faut s'en occuper. Ce qui me paraît artificiel comme distinction. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, les gens vont peut-être avoir l'impression qu'en fait, il faut être super formé, super outillé pour réagir à ce genre de situation. Alors qu'en fait, souvent, c'est comme ça a été très bien dit par madame tout à l'heure, en fait, c'est d'abord de la vigilance et puis marquer son attention, savoir réagir quand il y a quelque chose qui se passe tout de suite, avec un regard, en se positionnant dans la classe physiquement, dans un petit mot et en redirigeant peut-être vers une autre activité qui va être plus constructive. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi, on comprend l'intention, mais il y a un côté un peu simpliste qu'on utilise d'ailleurs pour plein d'autres choses, hein, pour l'alcool, les drogues, pour les MST, on pourrait dire le climat, on est sur la même logique, quoi. On va informer les gens et on va leur faire peur et puis ça va marcher. On voit que ça ne marche pas toujours aussi bien que ce qu'on voudrait. Vos parallèles sont particulièrement intéressants. Alors j'indique qu'un numéro vert pour que les élèves puissent en parler, ça peut être un premier pas. C'est le 30-18. Avant de repasser à notre enseignante, je voulais quand même vous poser une question sur la médiatisation. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays comparables et peut-être pourriez-vous me répondre, Benoît Galland. Mais en France, le sujet est particulièrement médiatisé depuis Jean-Michel Blanquer, encore plus avec Gabriel Attal. On a le souvenir d'émissions qui ont été diffusées avec Brigitte Macron aussi à la télévision en prime time sur ce sujet, avec des artistes invités. Est-ce que c'est une bonne manière de prendre à bras-le-corps cette question qui est une question de société? En même temps, c'est plutôt positif parce que comme Jean-Pierre Le Ballon disait tout à l'heure, avant on n'en parlait pas. Donc voilà, si on veut que ça change, il faut quand même qu'on en parle. Après, c'est une tendance dans tous les pays, c'est un sujet qui est devenu à la mode. Alors dans les pays francophones, en Europe, on a plutôt été à la traîne, parce que dans les pays scandinaves, on en parle depuis les années 80, 90. En Grande-Bretagne, par exemple, aussi, début des années 2000, c'est devenu vraiment un sujet phare. Ça continue à être un sujet médiatique. Alors, en même temps, parce que c'est difficile de lutter contre ça, donc ça nous prend des efforts répétés, il faut revenir sur le sujet, il y a encore des situations qui apparaissent. Donc voilà, je pense aussi que quelque part, c'est un sujet médiatisable. C'est-à-dire, il y a de l'émotion, il y a des victimes, il y a des agresseurs. Ça fait des bonnes histoires à raconter. Et quand les témoins, en plus, commencent à parler, ça fait des... Attendez, vous Voilà. voulez dire qu'il peut y avoir un profit à tirer pour des personnalités politiques à évoquer ce sujet, à dire que c'est un sujet important, ce qui n'est pas forcément une marque d'insincérité, mais
qui peut être aussi une motivation pour mettre la question du harcèlement au rang des premières préoccupations? Alors mon intention, enfin, je fais pas de procès d'intention à qui que ce soit, mais c'est juste un constat que forcément une fois que ça commence, enfin, une fois que la médiation a commencé, c'est d'abord un sujet pour les médias qui est intéressant, parce que journalistiquement, je pense que ou pour la presse aussi, c'est des sujets qui sont faciles, enfin, qui sont, voilà, comme je disais, ils évoquent l'émotion, ils sont sensationnalistes en fait, donc ça marche assez bien. Et c'est aussi porté par des gens de très bonne volonté, comme vous et moi, qui disent mais c'est quand même aussi important d'en parler. Donc voilà, je pense que vous avez raison aussi, qu'il y a des gens qui s'engouffrent, alors qu'il n'y a pas que dans le monde politique. Je pense qu'il y a des gens qui en profitent parce que ça leur permet quelque part de se faire connaître, ou parfois aussi de vendre leurs outils, ou de vendre leur formation. Donc oui, c'est évidemment, une fois que n'importe quel sujet, une fois qu'il devient médiatique, on ouvre la porte à ce genre de dérive aussi. Mais voilà, pour moi, c'est un pis-aller, parce que je préfère qu'on en parle plutôt qu'on n'en parle pas. Alors de fait, une grande activité éditoriale est aujourd'hui aussi, voilà, se présente dans les librairies, dans les bibliothèques. Je reçois des communiqués sur des tonnes de formations. C'est très difficile en fait de comprendre lesquels seraient meilleurs que les autres et d'en choisir. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait ça d'ailleurs. Je n'ai pas fait ce choix. Donc je voulais absolument vous poser cette question, à savoir si le harcèlement en tant que sujet médiatique, Alexandra Legmizi, vous aider en fait à mieux lutter contre le harcèlement en tant que sujet à l'école, concrètement avec les élèves. La communication politique nous amène forcément à parler avec les élèves lorsqu'on est en classe, nous amène aussi à communiquer avec les familles, et tout ça, ça crée des occasions de tisser du lien. À partir du moment où on communique avec les familles, on est forcément dans la bonne direction. On leur explique ce qu'on met en place. On explique, on fait des séances de sensibilisation auprès des élèves, auprès des familles. Ça permet aussi d'apaiser les situations lorsqu'il y en a, et ça permet aussi de rassurer les familles qui, forcément, lorsqu'elles entendent que des drames arrivent, sont forcément inquiètes. Elles nous confient leurs enfants toute la journée, donc elles attendent de nous qu'on ait des réponses appropriées lorsqu'on a des situations qui arrivent dans les établissements. Ça permet aussi de les rassurer. Maintenant, il faut que, comme on l'a dit tout à l'heure, les équipes soient formées lorsque cette communication arrive, pour qu'on ait justement les éléments de réponse qui conviennent à donner à nos interlocuteurs. Si on n'a pas les éléments, si on n'a pas les outils pour démêler ces situations, on va se retrouver en difficulté. On sait aussi que des comportements d'hostilité de la part de familles se font jour contre l'école, et que c'est une difficulté supplémentaire pour les enseignants dont l'autorité peut être contestée, y compris dans les situations de lutte contre le harcèlement. Vous parliez de la petite campagne de prévention tout à l'heure. Je pense que c'est une campagne, c'est un petit film qui fait sans doute écho auprès de certains parents à ce qu'ils ont pu vivre lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et on a des parents qui sont parfois inquiets que leurs enfants puissent vivre la même chose. Donc je pense que parfois ces réactions d'hostilité, elles viennent de l'inquiétude. C'est pour ça que la communication, les outils, la méthode de la préoccupation partagée, ça aide. Ça aide vraiment. La préoccupation partagée, donc c'est la méthode intégrée dans le programme phare, qui consiste à s'intéresser à toutes les situations de violence, même minimes, parce que tous les adultes s'en préoccupent. Jean-Pierre Bellon, je voudrais m'arrêter aussi avec vous sur ces campagnes, ces communications autour des violences scolaires et du harcèlement. Souvent, elles nous portent à prêter attention aux victimes. On parle moins souvent, c'est peut-être l'impression, et peut-être qu'elle n'est pas tout à fait juste, que j'ai, on parle moins souvent des harceleurs, des élèves violents eux-mêmes, auxquels on a beaucoup moins envie de s'identifier, et qui pourtant sont aussi nombreux, au moins aussi nombreux que les élèves victimes. On n'a pas envie de s'identifier, et pourtant, quand il y a une moquerie dans une classe, c'est pas 3 personnes qui se moquent, c'est toute la classe.
Quand il y a un surnom qui est donné, c'est toute la classe qui donne le surnom. Quand il y a une mise à l'écart, c'est pas 3 élèves qui vous mettent à l'écart. Donc le harcèlement, c'est un phénomène de groupe. Bien sûr, il y a celui plus méchant qui a trouvé le surnom, qui a trouvé la pique qui fait mal, évidemment. Mais si le surnom, personne ne le reprenait, si la moquerie, personne ne riait. Donc le harcèlement a toute une quantité d'alliés en personne des témoins. Moi, je pense que l'erreur fondamentale serait de considérer que que les harceleurs, ce sont les enfants des autres. Pas du tout. Les harceleurs, ce sont nos enfants, ce sont nos élèves. C'était peut-être nous-mêmes quand on était à l'école. Où étions-nous quand notre camarade se faisait moquer, mettre à l'écart? On était dans la classe en train de rire avec les rieurs, en train de se moquer avec les moqueurs. Donc, le harcèlement, c'est l'impossibilité d'avoir un alibi. Moi, je crois que s'imaginer que le harceleur, il existerait en tant que tel et qu'il faudrait, comme l'avait dit un certain ministre, euh, les, euh, les, les, les exclure si quelqu'un doit partir, il faut que la peur change de camp. Enfin, on a entendu des choses euh, passionnantes. Vous êtes ironique? Oui, évidemment. Donc, non, ça serait trop commode. C'est commode d'imaginer que le harceleur, c'est le méchant sur lequel qu'on pourrait évacuer comme ça. Non, non, les harceleurs, je peux vous assurer, moi j'en ai rencontré beaucoup, ce sont des enfants parfaitement comme les autres et qui sont pris, j'allais dire, en tenaille, en étau, entre leur répugnance à faire souffrir autrui, parce que ce ne sont pas des monstres, mais aussi leur incapacité à se défaire de la pression du groupe. Qu'adviendrait-il d'un élève si tout à coup il disait non, stop, on arrête? Mais il aurait tout le groupe contre lui. Donc ils ne sont pas fous. Vous écoutez Être et Savoir, il est 20h26 si vous nous écoutez en direct sur France Culture. On parle du harcèlement, de ses causes, de la lutte contre ce phénomène qui ne fait pas forcément consensus et c'est bien de manier aussi la contradiction quand on parle des violences et de leur origine. On vient de le faire avec Jean-Pierre Bellon, on va le faire avec Éric de Barbieux. Éric de Barbieux est sociologue, spécialiste des questions des violences scolaires. Il a publié un grand nombre d'ouvrages sur la question, ouvrages que j'ai lus, des articles, et également il est déjà venu dans cette émission et on a parlé à la fois du programme phare qu'il critique et puis de l'origine, de l'histoire de la lutte contre le harcèlement scolaire. C'est dans les années 96-97 qu'un auteur français, Jacques Pain, fait la première étude là-dessus, qui est une étude comparative entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, et va publier d'ailleurs la traduction d'un livre essentiel de Dan Olweus sur la question du harcèlement, qui va apparaître en 98 ou 99. Alors maintenant, dans le débat public lui-même, je me rappelle très bien la première conférence mondiale sur la violence à l'école qui a lieu au Palais de l'UNESCO en 2001, que le discours d'ouverture de Jack Lang, donc le ministre de l'Éducation de l'époque, termine sur le fait que nous devons prendre en compte ce que moi, personnellement, j'ai toujours appelé les micro-violences répétées, c'est-à-dire, et il cite le terme lui-même, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon le school bullying, qui sera traduit par harcèlement. Donc 2001, c'est déjà quelque chose qui existe. Alors après, c'est vrai qu'il faudra attendre beaucoup plus longtemps, c'est 2011, autrement dit les assises nationales contre le harcèlement, qui va lancer véritablement les politiques publiques. Mais ça sera suite aussi à une grande enquête de victimation qui a été faite pour l'UNICEF et qui avait montré ce chiffre, qui reste un chiffre tout à fait d'actualité, de 6 à 10% des élèves victimes de violences répétées qui peuvent aller jusqu'au harcèlement. Donc, on en parle depuis 2011 en direction du public dans l'éducation nationale. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui évolue depuis ces 13 ans ou n'évolue pas d'ailleurs, Éric de Barbieux? Déjà, la première chose qui est importante, c'est qu'on en parle. Les enfants, les jeunes qui peuvent être victimes savent qu'ils ne sont pas tout seuls et que c'est quelque chose qui peut arriver. Alors évidemment, le risque, c'est toujours d'être dans l'affolement dès que se produit un fait. Il faut savoir faire attention à dire c'est ou ça n'est pas du harcèlement. On sait que c'est un des problèmes. Mais enfin, il y a donc quand même une avancée de l'opinion. Une avancée aussi de la presse. Il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle qu'aura joué la presse dans cette prise de conscience. Mais aussi, bien sûr, les faits divers très durs qui auront lieu avec des suicides de jeunes adolescentes ou adolescents, qui vont vraiment faire que l'opinion publique est extrêmement sensible à cette chose-là. Je crois qu'on n'en est plus dans le besoin de la sensibilisation.
Les vastes campagnes, OK, on peut les faire, mais on a vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin sur le terrain. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, actuellement, c'est que, par exemple, on préconise un programme clé en main qui serait un programme miraculeux qui réglerait 80 des problèmes, ce programme phare qui, en fait, repose sur, je dirais presque sur du vent. C'est-à-dire qu'aucun programme n'a une efficacité pareille. Mais du coup, ça empêche ce bricolage de terrain, ça empêche de tester d'autres actions. Donc il y a à la fois des avancées et quelquefois malheureusement du recul. Et je pense que bon, il est peut-être temps aussi de se dire que c'est pas uniquement à cause de l'école, c'est pas uniquement un problème de jeunes qui seraient ensauvagés que ce problème du harcèlement. Il y a aussi tout le climat idéologique actuel qui est au rejet de l'autre parce que d'une certaine couleur de peau, d'une certaine religion, d'une certaine appartenance sexuelle, et qui a évidemment, dans le discours des adultes, une influence sur le discours des élèves dans les cours de récréation. On est dans un risque réel, pour moi, de montée du phénomène lié à la manière dont, non pas les politiques publiques, mais la politique en général, est en train de créer de la différence. On se rappellera une chose, le harcèlement, bien sûr, n'est pas assimilable à la discrimination et la discrimination non plus. Mais c'est quand même d'abord un élève qui, parce qu'il a des caractéristiques autres, quelle que soit cette manière d'être un autre, va se faire harceler par des groupes parce qu'il n'est pas nous, parce qu'il est différent. Et ce refus de la différence qu'on a dans le discours des adultes, y compris dans le discours politique actuel majoritaire, me semble extrêmement dangereux. France Culture. Être et savoir. Louise Touret. Et la lutte contre le harcèlement pose de nombreuses questions. Alors, on va revenir sur le programme phare et on peut peut-être un peu rentrer dans les détails. Mais déjà, Benoît Galland, est-ce qu'on arrive à évaluer globalement les dispositifs de lutte contre le harcèlement? Vous écrivez que c'est très compliqué, que parfois on attribue à des dispositifs des changements et que ces changements ne sont pas vraiment effectifs, que sur le terrain, rien n'est plus compliqué que de mesurer ces comportements humains. Oui, enfin, le problème n'est pas tellement de le mesurer, c'est que ça prend des moyens et que souvent, vous l'avez dit très bien, il y a des tas il y a une diffusion éditoriale énorme, il y a des tas de programmes qui sont proposés aux écoles, et vous avez dit vous-même, c'est très difficile de s'en sortir et de savoir qu'est-ce qui tient la route et qu'est-ce qui tient pas la route. Et on constate qu'en particulier dans les pays francophones, on fait très peu d'évaluation. Donc on lance des actions, mais on évalue très peu ce qu'on fait. Donc on sait très peu en fait ce qui fonctionne ou qui peut avoir plus ou moins d'effets. Et on est face à ce challenge-là. Alors, heureusement, au niveau international, il y a quand même toute une série d'actions qui ont fait l'objet d'évaluations systématiques, rigoureuses, avec des équipes de recherche, etc. Et donc on sait que oui, on arrive à prévenir un petit peu le harcèlement. Donc, ça marche, mais ça marche un petit peu. Ça a l'air quand même complexe d'arriver à des effets spectaculaires. Et là où on sait encore moins de choses, c'est sur comment on fait pour réagir quand il y a une situation de harcèlement qui arrive. Est-ce qu'il y a une bonne façon de réagir ou pas? Et, bon, voilà, on est un peu dans le flou pour ça. Donc voilà, on a des idées sur certains programmes qui semblent un peu plus efficaces que la moyenne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la majorité des évaluations, Par on exemple, n'observe pas d'effet. alors, Donc, pas d'effet dans la oui, majorité des cas. Déjà, ça fait quand même ouais, beaucoup réfléchir sur ça fait réfléchir. Voilà, ce qu'on peut proposer exactement. aux élèves, et pas qu'aux élèves français. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? C'est la méthode Alors, de bon, la comme je vous disais, le problème, préoccupation c'est que partagée? la majorité des choses n'ont pas été évaluées. Par exemple, pour moi, la préoccupation de mon point de vue de chercheur, la méthode des préoccupations partagées a jamais fait l'objet d'une évaluation systématique avec un groupe de comparaison et où on va prendre la parole des élèves de façon qui n'est pas la personne qui a mené l'intervention qui interroge l'élève pour savoir s'il va mieux. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre ou un questionnaire anonyme où les élèves puissent répondre et pas que ça soit la personne qui les a accompagnés qui leur demande à la fin, tiens, mais est-ce que maintenant tu vas mieux, est-ce que ça s'est arrangé? Parce qu'il y a une espèce de... À la limite, il y a même des élèves qui pourraient se dire, bon, mais ça va pas du tout mieux, mais en fait, je veux qu'il arrête de s'occuper de ma situation, donc je vais lui dire que ça va mieux, comme ça, il me lâche les baskets. Euh, donc on est un peu, pour l'instant, dans le flou par rapport à ça. Donc on ne sait pas très bien. Maintenant, on connaît un petit peu les caractéristiques des choses qui ont des chances de marcher plus ou moins bien. Et là, on peut commencer à discuter, est-ce que la méthode des préoccupations partagées rejoint certaines de ces caractéristiques ou pas?
Mais on est un peu, voilà, Non, mais on n'a pas, en j'ai tout vraiment cas, besoin que de vous me baguette disiez, magique. dans ce qu'on sait fonctionner, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, il faut savoir que J'ai la besoin méthode d'un de prévention exemple. partagée, c'est un peu, pour moi, c'est plutôt une méthode d'intervention quand on a un problème qu'une méthode de prévention. D'accord? Parce que c'est quelque chose qu'on met en place quand on soupçonne qu'il y a quelque chose ou quand on voit qu'il y a un élève qui est en souffrance ou qu'il y a quelqu'un qui est venu se confier, que ce soit des familles, des élèves, des témoins qui sont venus dire qu'ils avaient observé des choses ou des adultes qui ont directement observé des choses. Et comme je le disais, à ce niveau-là, on est un petit peu dans le flou. Ma lecture à moi pour l'instant, c'est que on a des témoignages de gens qui disent que ça peut marcher à certains moments, et on a aussi des situations où ça semble ne pas avoir marché. Donc en fait, on a plutôt différentes stratégies qu'on peut mettre en place quand on a soupçon d'une situation de harcèlement. La méthode de préoccupation partagée semble en faire partie d'une trousse à outils qui serait intéressant. Mais moi, ce qui me paraît pas du tout convaincant pour l'instant, c'est de dire, et là où je rejoins Éric de Barbieux, c'est de dire, voilà la bonne recette, c'est la recette qu'il faut appliquer dans tous les cas. Je crois d'ailleurs pas que c'est pas du tout comme ça que Jean-Pierre Bellon et Je les gens crois qui qu'il a travaillent avec très, lui très envie proposent. d'intervenir. Voilà. Je voulais vous Et donc, juste laisser pour terminer, donner un dire, exemple. voilà, pour l'instant, en fait, je pense qu'il y a vraiment deux choses que moi j'aurais envie de dire par rapport à ça. Il y en a une, c'est quand on veut changer les choses, quand on veut aider les professionnels à faire mieux, euh, et je rejoins tout à fait ce que Madame Legmizy a dit tout à l'heure, c'est très important d'avoir des outils, d'avoir des scénarios, d'avoir des protocoles sur lesquels les professionnels peuvent s'appuyer, et pas juste des grands principes. Donc ça, c'est vraiment, on a besoin, en fait, quand on veut intervenir sur de nouvelles problématiques ou aider les gens à améliorer leurs pratiques, on a besoin de scénarios. On doit leur donner des outils concrets, pas juste des idées générales. En même temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des risques de dérive quand on vient en disant voilà l'outil qu'on vous donne, plutôt qu'une boîte à outils. Alors on peut discuter parce que phare, c'est déjà plusieurs actions, mais on voit qu'il y a trois risques. Il y a un risque d'externalisation. C'est-à-dire les professionnels se disent ah mais c'est l'équipe harcèlement qui doit s'en occuper. En fait, nous, c'est pas notre boulot. Donc nous, on s'en occupe pas. Nous, on fait que de l'instruction, pour revenir à ce qu'on discutait tout à l'heure. Le deuxième problème, c'est l'injonction. C'est-à-dire les professionnels arrêtent de réfléchir. Ils nous disent, OK, on nous a dit quand il se passe ça, il faut faire ça. Donc on a fait ce qu'il fallait. Ça a marché? Non, mais on a fait ce qu'il fallait. OK. Et la troisième, c'est survendre le truc. Donc c'est-à-dire on a un outil, et l'outil marche pour tout. C'est comme pour les médicaments. On a un médicament, et puis on a conçu le médicament pour une pathologie précise. Et puis on revient 5 ans après, on dit, voilà, ça marche pour ça, 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 parce qu'on essaye de diffuser l'outil. Et donc, voilà, il y a toujours pour moi un équilibre à trouver quand on est sur des outils. Et pour moi, la meilleure recommandation qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de dire, ça serait vraiment intéressant que les professionnels aient différents outils et qu'on leur donne des clés pour analyser les situations quand elles arrivent et qu'ils puissent se dire, OK, mais là, quel est l'outil qui va convenir? Et une fois qu'on a mis ça en place, on va continuer à faire un suivi pour s'assurer que ça a bien marché. Si ça n'a pas bien marché, on va prendre un autre outil. Parce que sinon, c'est le système du marteau et des clous. C'est-à-dire, si j'ai qu'un marteau, ben, tous les problèmes deviennent des clous. Jean-Pierre Bellon, vous avez sûrement beaucoup de choses à répondre sur l'idée d'une méthode unique. Et puis, puisqu'on parle de marteau et de clous, et que Éric de Barbieux a évoqué le bricolage, des adaptations sur le terrain, mais qui serait un bricolage positif. Ah, moi, je suis effondré quand j'entends Éric de Barbieux. Littéralement effondré. Il fait très bien de citer Jacques Pain. En effet, le regretté Jacques Pain, il nous a quittés en 2021. C'est lui, en effet, qui a travaillé le premier sur ces questions-là en France. Et je n'aurais pas la cruauté de rappeler ce qu'écrivait Éric de Barbieux dans ces années-là, lorsqu'il disait que le harcèlement, enfin ce que faisaient ses confrères étrangers, ça faisait exister le phénomène en lui donnant plus d'importance qu'il n'en avait. Moi, ce qui m'effraie, c'est quand même cette formule. Le programme phare repose sur du vent. Mais quel mépris pour les professionnels. Le vent, une équipe par établissement. Une équipe qui sera là pour accompagner les victimes, faire en sorte que plus aucune ne soit abandonnée à sa solitude. C'est du vent, ça. Mais c'est quand même fou. Dans la plupart des pays, il y a toujours le nom d'un chercheur qui est attaché à une méthode. En Finlande, il y a eu Kristiina Salmi-Väli et le programme Kiva. Il y a eu Dan Olweus et le programme qui porte son nom. Il y a eu Anatole Pikas et la méthode de la préoccupation partagée. En France, on a un chercheur qui, tranquillement, vient nous dire « Ce que vous faites là, sur le terrain, c'est du vent. C'est
proprement honteux. Moi, je ne veux aucun programme. Moi, l'important, c'est que les situations soient traitées au plus près. L'important, c'est que les victimes trouvent à leur côté un adulte qui ne sera pas là pour dire « Oh oui, mais finalement, est-ce que tu n'en rajoutes pas un peu ?» Que les familles trouve en face d'elle quelqu'un qui soit là pour dire on est avec vous, et non pas comme on l'a vu dans le courrier de Versailles circuler, venez pas nous embêter. Vous faites référence à une affaire qui a fait Oui, énormément de bruit et qui a causé beaucoup d'émotions bien l'année sûr, dernière. Un élève s'est suicidé et on a retrouvé ensuite des oui. courriers de l'académie qui minimisaient la chose auprès de ses parents et les incitaient à pas faire trop de bruit, à pas trop réagir, ce qui est évidemment un pur scandale. Bien sûr, mais l'important, c'est que les professionnels soient formés et interviennent très vite, à la fois auprès des victimes, auprès des familles, parce que pour une famille, un enfant harcelé, c'est un drame. C'est pour ça que des fois, ils arrivent à l'école un peu en colère. Mais il faut être là il faut être là pour les accueillir. C'est tout ce travail-là. Moi, après, que les professionnels utilisent la méthode qu'ils veulent. Moi, j'ai développé quelque chose. Ça ne plaît pas à M. de Barbieux. Tant pis, c'est pas très grave. Nous, on continue à installer des équipes sur le terrain. Et l'objectif, il est vraiment là. Et sur la question des intimidateurs, des harceleurs, ben, il faut qu'ils trouvent en face d'eux un adulte qui soit là pour recadrer les choses, pour les placer en face de la réalité. Ton camarade, il va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'as une idée? Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? C'est C'est d'ailleurs... ça. C'est tout simplement de l'éducation. Alors moi, je veux bien que ça se soit du vent, mais non. Mais en plus de ça, M. de Barbieux, à la fin, il fait de la politique. Hein. Pour un peu, le harcèlement, ce serait la faute de qui? Il existait, vous l'avez cité On en va en introduction, il parler existait depuis Saint-Augustin. de politique, bien sûr, parce que cette citation, elle est présente dans votre dernier ouvrage sur l'autorité. D'ailleurs, on va y revenir à cette question de l'autorité. J'ai tellement de points à aborder. Alors, méthode ou moyens d'action avec des possibilités à exploiter ou non suivant les situations. Qu'est-ce que c'est exactement pour vous ce programme phare, Alexandra Legmisi? Ce programme phare, c'est tout d'abord un plan de prévention. Et donc, il y a plusieurs axes. Hein. Le premier élément, celui qui est fondamental, c'est d'avoir une équipe ressources formée à l'intérieur des établissements, comme je vous disais tout à l'heure, qui est capable de traiter les situations avec la MPP ou avec d'autres outils, et qui va aussi être capable de faire des actions de sensibilisation auprès des élèves. C'est deux volets différents, mais ces équipes doivent être en capacité de les mener à bien. Ces actions de sensibilisation, ça peut par exemple... auprès des élèves de 6e qui arrivent au collège, leur expliquer une fois par trimestre qu'est-ce que c'est que le harcèlement, lui donner les différentes définitions, donc des situations de violence qui vont se répéter et qui vont entraîner l'isolement d'une victime, le mal-être d'un camarade. Ça peut être dans un premier temps. Dans un second temps, on peut leur donner des clés d'action. Qu'est-ce que je dois faire? Et comme ça, ils peuvent acquérir les bons réflexes et ramener ces situations justement auprès des personnels ayant ressources qui seront en capacité de les traiter. Ces élèves peuvent aussi avoir un rôle supplémentaire à jouer. Ça fait également partie du programme phare. En plus de l'équipe de professionnels d'adultes, on a une équipe d'ambassadeurs qui est formée, qui elle aussi est sensibilisée au harcèlement scolaire et qui va discuter avec les élèves, qui va être attentif aux différents élèves. Donc d'autres Exactement. élèves. Parce qu'on sait que la communication est toujours plus simple entre pairs et donc ils sont aussi chargés d'être un relais des situations auprès des adultes qui pourront mener à bien et traiter ces situations. Benoît Galland, assez rapidement s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de points que j'aimerais encore aborder et l'heure tourne si vite. Est-ce que cette implication des élèves est efficace? Que dit la littérature scientifique sur le sujet? Elle est très sceptique sur ce sujet-là, en fait, et les travaux récents vont vraiment pas spécialement dans ce sens-là, non plus.
mais pas du tout pour décrédibiliser ce qui est fait là. Moi, je suis tout à fait dans l'idée que c'est super qu'il y ait des choses qui se fassent. Comme je disais, moi, je pense que l'important, c'est qu'on essaye des choses, mais qu'on ne s'enferme pas dans ce qu'on fait et qu'on essaye d'évaluer ce qu'on fait plutôt que d'essayer de justifier ce qu'on fait. Donc, mais j'avoue que pour l'instant, les données qu'on a, mais on n'en a pas toujours des tonnes, sont assez sceptiques sur la capacité des interventions entre élèves eux-mêmes de régler ce problème-là. Alors, ça peut amener plein d'autres choses. Pour former des ambassadeurs, ou je pense que voilà, ça peut amener plein de choses. La médiation par les pairs aussi amène des choses très très intéressantes. Mais les données qu'on a actuellement sur leur capacité à mettre fin au harcèlement sont assez limitées, et les derniers travaux vont plutôt dans le dire ça ne marche pas aussi bien que ce qu'on pensait. En tout cas, s'il n'y a pas derrière aussi des adultes qui suivent, mais j'entends que c'est vraiment ce qui est aussi travaillé dans Phare. Donc je reviens sur, voilà, attention que ça ne devienne pas les adultes qui délèguent la gestion du problème aux jeunes. C'est pas du tout l'intention que j'entends du programme Phare, mais je vois sur le terrain que c'est parfois ce que ça devient. Visiblement non, mais c'est un garde-fou à garder en tête. Alors, une question que je voulais absolument aborder, c'est la fonction du harcèlement, parce que mettre au banc un élève, ça a une fonction, c'est le mouton noir, la brebis galeuse. La chercheuse Margot Déage en a très bien parlé dans un livre sur la réputation au collège, publié au PUF, je crois, je ne suis pas sûre, mais vous pouvez podcaster l'émission dans laquelle nous l'avons invité. Cette fonction du harcèlement, elle est peut-être importante, elle est peut-être un peu ignorée, c'est de se rassurer sur sa propre normalité. Ce sont ces commérages qui meublent parfois le temps des élèves, qui les aident aussi à aborder des questions comme la question de la sexualité, qui est omniprésente, hein, ça on en a aussi déjà parlé dans l'émission, dans les violences scolaires, et c'est mise au banc cette violence qui s'empare trop souvent des élèves, de tous les élèves, beaucoup plus que ceux qui sont harcelés. Je reviens vers vous, Jean-Pierre Bellon, sur la fonction du harcèlement. Oui, c'est une logique de bouc émissaire. Il y a un terme qui est introduisible en français, c'est le terme de mobbing, c'est-à-dire cette coalition d'un groupe contre un individu. Il existe chez les animaux. Le harcèlement fédère. C'est la différence d'ailleurs avec la discrimination. La discrimination, c'est un groupe qui est constitué et qui n'accepte pas quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe. Alors que le harcèlement, c'est le contraire. C'est plutôt un groupe qui n'a pas véritablement d'identité et qui se coalise en excluant l'un de ses membres. Oui, c'est une fonction fédératrice et c'est terrible de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que c'est un phénomène de groupe, et c'est pour ça qu'il est absolument essentiel que les adultes démontent ce phénomène. On ne se fédère pas en excluant quelqu'un. Donc c'est pour ça que l'intervention des adultes est absolument décisive. Et juste un point sur la question des ambassadeurs. Le rôle des ambassadeurs n'est absolument pas de traiter les situations, de mettre fin aux brimades, pas du tout. Ça, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Benoît Galland. Ça reviendrait à déléguer le travail de traitement des situations aux élèves. C'est absolument déconseillé. Non, mais les élèves, ils peuvent être là pour signaler, pour détecter, particulièrement sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le cyberharcèlement fait des ravages. Donc une photographie humiliante, gênante, indécente va circuler très vite. Si les élèves ambassadeurs sont là pour signaler tout de suite, attention, hier on a vu circuler telle photographie, s'ils viennent le dire tout de suite aux adultes de l'établissement, là ils jouent un rôle tout à fait positif. Donc c'est davantage dans ce sens-là que les ambassadeurs ont été conçus. Elle est hyper compliquée, cette question de la dénonciation, ou en tout cas de rapporter. Quand on connaît les élèves, ça aussi, c'est quand même peu une fausse évidence que de dire... mais on ne leur demande jamais de dénoncer qui que ce soit. Ça, je peux comprendre qu'un élève peut avoir des problèmes de conscience et dénoncer l'un de ses camarades, mais ce n'est pas ça qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est de signaler celui qui est en danger. Parce que croyez-moi, le phénomène du sexting, par exemple, c'est-à-dire de ces photographies dénudées qui circulent comme ça place, particulièrement des jeunes filles, dans des situations terribles. Donc là, on ne dénonce personne, on signale quelqu'un qui est en danger. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas du tout de la dénonciation, c'est de l'assistance à personne en danger.
Et la question de la sexualité, c'est pas forcément facile de répondre, Alexandra Legmisi, parce que c'est pas forcément facile d'en parler avec les élèves. Et pourtant, elle est omniprésente dans ces questions de harcèlement. Les filles qui seraient parfois accusées, enfin souvent accusées, d'avoir une sexualité trop précoce ou trop développée. Les garçons qui ont l'air d'être plus jeunes que leur âge et qu'on peut aussi moquer pour cette raison. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément de motifs. Enfin, Éric Debarbieu disait qu'on s'en prenait à certaines victimes à cause d'une différence. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parfois, cette différence, on la crée. Parfois, on l'invente juste pour pouvoir mettre quelqu'un à l'écart. C'est créer un bouc émissaire. C'est ça. C'est la logique un peu du bouc émissaire dont on parlait il y a l'instant avec cet effet groupe. Le traitement de ces situations, que ça se passe sur les réseaux ou que ça se passe dans la cour de récréation, elle doit se faire de la même façon. On parle, on crée une espèce de bulle bienveillante autour de notre victime et c'est comme ça qu'on arrive à démêler nos situations. Se préoccuper d'un élève victime, ça doit être notre préoccupation première. On doit être là toujours pour eux et c'est comme ça qu'on arrive à être efficace sur le terrain, quels que soient les motifs de mise à l'écart ou de critique des élèves. Alors, peut-on imaginer une école sans violence ou moins violente à un moment où la société entière semble s'embraser? On va évidemment parler des réseaux sociaux et des phénomènes de harcèlement, mais pas que des élèves, puisque le harcèlement, c'est presque un modèle de fonctionnement pour les réseaux sociaux. On pense à X, on pense à Elon Musk qui fait tout pour favoriser ces phénomènes sur son réseau social, dont il est propriétaire, et de son rôle peut-être dans une campagne électorale dont on parle beaucoup et dont on attend les résultats. Un événement a frappé vraiment mon attention ce matin. 7 plaintes ont été déposées au tribunal de Créteil par des parents qui accusent TikTok d'aggraver le mal-être de leur enfant. C'est plus qu'un mal-être, ce sont des pathologies avec suicide à la clé. 2 enfants se sont donné la mort, 4 autres ont fait des tentatives, une autre souffre d'anorexie. En cause, c'est l'algorithme de la plateforme qui vous pousse vers des contenus. Et au départ, il y a des situations de harcèlement, comme l'explique David Di Giacomo dans un sujet diffusé sur France Info. Victime de harcèlement au collège, Charlize se réfugie sur son téléphone et devient très vite accro à TikTok. Elle cherche alors des contenus liés à son mal-être et c'est le début de l'engrenage, comme le raconte Delphine, sa maman. L'algorithme a capté le style de ses recherches et du coup lui a proposé d'autres contenus qui ont été de pire en pire sur la dépression et les scarifications. Et TikTok a amplifié son malaise à force de l'abreuver de contenus que des ados de son âge ne devraient jamais voir. Impossible, par exemple, pour le père de Charlize, d'oublier la vidéo partagée par sa fille seulement 24 heures avant son suicide. Une vidéo qui était assez explicite, qui disait clairement « Il paraît que la nuit porte conseil, moi elle m'a conseillé de prendre un tabouret et une corde ». TikTok, sincèrement, l'image que j'en avais, c'était des vidéos de danse, mais à aucun moment, je me suis dit qu'il allait avoir des vidéos qui allaient expliquer comment démonter une lame sur un té-crayon pour se faire des scarifications ou des trucs comme ça, quoi. Ça me paraissait inconcevable. Les parents de Charlize et 6 autres familles espèrent maintenant que la justice va reconnaître la faute commise par TikTok en laissant circuler de tels contenus sur sa plateforme. Ça doit vous interpeller, Alexandra Legmisi, parce que lutter contre du harcèlement qui a aussi lieu en ligne, loin du regard, c'est le cas de le dire, des adultes, mais qui en plus va être amplifié dans ses conséquences par la toxicité du fonctionnement des algorithmes, ça devient tellement compliqué. Bien sûr, ça nous interpelle. Après, nous, à notre niveau, dans les établissements, c'est vrai que c'est très compliqué de lutter contre ça. Je parlais des ambassadeurs tout à l'heure. Ils doivent être le relais. Souvent, ils sont informés de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On n'est pas dans la délation quand on nous apporte une capture d'écran. On est vraiment dans la bienveillance. On essaye de prendre soin de nos élèves. Mais oui, il faut... Après, c'est à la justice de trancher dans cette affaire-là. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait un contrôle peut-être renforcé, comme Instagram l'a fait il y a Est-ce que vous avez quelques semaines.
Est-ce que vous avez peur pour les élèves quand vous voyez, puisque vous en voyez beaucoup plus, des situations de violence entre adolescents? Moi, j'aime bien dire enfants, mais ils n'aiment pas trop, hein, au collège et au lycée qu'on dise enfants. Qu'est-ce que ça produit? Parce que moi, ça me fait peur. Alors, en changeant de casquette, en passant d'enseignant à responsable départemental, oui, on voit des choses un peu différentes, mais c'est pour ça aussi qu'on se rend compte qu'on est utile, et on est utile autrement. De plus en plus, on communique avec les chefs d'établissement, avec les familles. On commence à être connu, être reconnu. Et voilà, moi, j'ai envie d'encourager tout le monde à appeler le 3018 dès qu'il y a la moindre situation qui se manifeste, à appeler les lignes académiques. On trouvera toujours quelqu'un pour répondre au téléphone. Et voilà, faut surtout pas hésiter, faut parler, faut communiquer. Et il y a des réponses qui sont données. Alors, je ne suis pas particulièrement optimiste sur la manière dont les jeunes vont pouvoir évoluer dans un monde aussi violent que le nôtre, où parfois les harcelés deviennent des harceleurs. On le voit en ligne, on l'a vu avec l'affaire Mila et toute cette violence sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Bellon, je voulais, avec vous, me livrer un petit exercice d'optimisme éducatif et c'est important de le dire. Dans vos écrits, je ne sais plus lequel de vos ouvrages, en fait, vous dites on peut convertir des harceleurs, on peut les faire changer. Et justement, parce que ce sont des enfants, on peut faire évoluer leur comportement en les éduquant, en leur faisant comprendre de quoi il en retourne. Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est difficile de terminer sur une note d'optimisme quand on parle du cyberharcèlement. Parce que autant moi je suis convaincu que sur le harcèlement face à face, effectivement, en multipliant les équipes dans les établissements, et moi j'ai écrit à Madame Jeuneté, la ministre, pour lui dire, mais lançons-nous un défi, faisons en sorte que dans 3 ans, en 2027, on ait une équipe par établissement. Ça, ce serait véritablement la touche optimiste et ça veut dire qu'on peut effectivement faire en sorte que les élèves changent de posture simplement parce qu'on les responsabilise, tout simplement en mettant l'accent sur ton camarade, il va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, oui, de ce point de vue, je suis très optimiste. Sur le cyberharcèlement, j'ai peur qu'on ait ouvert une boîte de Pandore. Et tant qu'on n'aura pas des décisions fortes qui seront nationales et même internationales, qui feront que les plateformes seront mises en face de leurs responsabilités, qu'elles seront non plus des hébergeurs qui s'abritent en disant « Oh, mais nous, ça ne nous concerne pas », mais véritablement des éditeurs. Enfin, ce qu'on a vu dans l'histoire de TikTok là, que vous évoquez aujourd'hui, ça montre très clairement la responsabilité du réseau. Donc, il faut vraiment les mettre en face de leurs responsabilités. Mais ça suppose des décisions politiques très courageuses. C'est ce qui est aussi ressorti de l'émission qu'on avait consacrée à la commission écran et c'est un peu le point de blocage auquel on arrive, ce sont ces décisions politiques. Benoît Galland, est-ce que sur cet aspect réseaux sociaux, mais pas seulement le harcèlement sur les réseaux sociaux, mais tout ce qui peut y circuler et qui enferme dans des bulles de violence. Et la violence, ça peut être des tas de choses, hein, comme l'incitation à l'anorexie. Est-ce qu'on sait s'il y a des recherches? Est-ce qu'on connaît des solutions qui pourraient fonctionner, des pistes de réflexion? Non, je rejoins ce qui a été dit. Si on a des effets, c'est chaque fois des choses toutes petites. Et donc, vraiment, il y a vraiment un travail de fond à faire sur les outils eux-mêmes. Ces outils sont construits pour fonctionner dans une économie de l'attention, donc exploite toutes nos failles, tous nos biais attentionnels pour nous conduire dans des bulles. Et donc voilà, à un moment donné, si on ne débranche pas la machine ou si on ne rentre pas dans comment elle est construite, on n'y arrivera pas. Donc voilà. Ceci dit, je pense que les touches d'espoir, et je rejoins, pour compléter ce qui a été dit, c'était plutôt, on a de la chance que dans les écoles, on est en contact direct avec les élèves, qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être faites. Et moi, je pense qu'au-delà de ce qui a été discuté sur vraiment la prévention du harcèlement, travailler sur de la promotion de la santé, la promotion du bien-être à l'école, c'est-à-dire vraiment, et embarquer les jeunes comme alliés dans cette logique de dire, parce que la majorité des élèves disent qu'ils sont contre, que ça les dérange le harcèlement, qu'ils sont pas à l'aise avec ça, s'appuyer là-dessus pour dire, ok, mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre à l'école, qu'est-ce qu'on a envie de vivre entre nous, et aller plus loin dans ce travail que vous qualifiez d'éducatif, avec les adultes qui sont là aussi. Je pense que là, on a encore un levier, quoi, heureusement.
Merci beaucoup pour cette touche d'optimisme quand même. En fin d'émission, merci à tous les trois et à bientôt pour de nouvelles réflexions parce qu'on n'a pas tout dit, je crois, ce soir sur cette question des violences en milieu scolaire.